Le RPR tape du poing sur la table à la réunion de la majorité et envisage de donner de nouvelles investitures. Valéry Giscard d'Estaing en Côte d'Ivoire, le voyage de l'amitié et de la considération. Le premier chèque des caisses d'épargne pour Antenne 2, il sera une réalité avant la fin du mois. Les femmes et la politique, c'est plus facile au gouvernement que dans les partis. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Un accueil chaleureux, voilà un terme trop souvent galvaudé, mais qui ce soir s'applique merveilleusement à l'hospitalité du peuple ivoirien qui recevait en fin de matinée Valéry Giscard d'Estaing. Plus de 500 000 personnes sur 20 km de parcours entre l'aéroport et le centre d'Abidjan, un jour chômé pour les habitants, la visite la plus longue de Valéry Giscard d'Estaing à l'étranger depuis son accession à l'Élysée, 5 jours de voyage officiel, voilà bien l'illustration de cette coopération exemplaire dont on a toujours parlé entre Paris et Abidjan. Coopération rehaussée par l'hommage particulier que Valéry Giscard d'Estaing a rendu à M. Houphouët-Boigny. Mon admiration pour l'un des hommes d'État qui marque notre époque, par la part qu'il a prise à la conception et à la conduite de transformations pacifiques. La Côte d'Ivoire a apporté la démonstration de ce qui peut être réalisé par un pays en développement dans la liberté et dans la démocratie. Je veux un accueil exceptionnel, a dit le président Houphouët-Boigny. Il faut que l'on sache qui sont nos amis à l'heure où l'Afrique fait l'objet de tant de convoitises. Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que le président ivoirien a été largement exaucé. L'accueil est absolument exceptionnel. Il illustre bien les relations sans nuages et relations exemplaires entre la France et la Côte d'Ivoire. Oui, vraiment, depuis ce matin, tous les Ivoiriens se sont mobilisés pour célébrer la fête de l'amitié entre la France et la Côte d'Ivoire. Sur les 30 km du parcours officiel, l'accueil a été continuellement le même, vif, enjoué, coloré, plein de musique, de chants et de vivas. Au total, ils étaient plusieurs centaines de milliers, des Abidjan certes, mais aussi beaucoup d'autres venus de la savane et de la forêt, avec les chefs des 70 ethnies et leurs tribus au grand complet, habillés souvent comme presque toute la population d'un boubou à l'effigie du président français et de Madame Giscard d'Estaing. Pendant plus de 2 heures, le chef de l'État et le président Houphouët-Boigny ont salué cette marée humaine sous une chaleur rude. Il fait plus de 30 degrés ici, avec de ci de là des groupes de Français au milieu de la foule. Ils sont 45 000 en Côte d'Ivoire, coopérants ou cadres du secteur privé. Ce mercredi était jour férié et chômé. Les enfants des écoles ont rangé pour 48 heures leur manuel qui leur dit que la Côte d'Ivoire est un pays admiré et qui étonne. Il étonne parce que sans atout géographique particulier, dépourvu jusqu'à présent de ressources minières, il a réussi, en s'appuyant uniquement sur son agriculture, à connaître un développement rapide et exceptionnel sur le continent africain. 3e producteur mondial de café, 2e de cacao, réputé pour son huile de palme, son bois, son coton, son caoutchouc, son riz, et puis l'industrie qui commence à se développer avec en plus le pétrole. Ce développement, il le doit à un homme, Félix Houphouët-Boigny, 72 ans, président depuis 1960, qu'on appelle ici le vieux avec beaucoup de déférence. Il le doit à une politique fondée sur une coopération privilégiée avec la France, premier client et premier fournisseur de la Côte d'Ivoire. Le français est la langue officielle, parlée couramment par les 2/3 de la population. Cet accueil chaleureux marque le ton qui prévaudra ici pendant tout le séjour officiel du chef de l'État. Messieurs Giscard d'Estaing et Houphouët-Boigny souligneront qu'il n'y a pas de contentieux entre leurs deux pays. Et qu'ils sont d'accord pour dire que l'Europe est seule garante de la liberté en Afrique et qu'il faut trouver le moyen de lutter contre l'influence du communisme sur le continent africain. Demain, le président français prononcera un discours attendu à l'Assemblée nationale avant de partir vendredi pour Yamoussoukro, la ville natale de M. Houphouët-Boigny, où on dit que l'accueil sera encore plus surprenant qu'ici, à Abidjan.
Et nous en arrivons à la politique, avec d'abord cet énervement au sein de la majorité. Un énervement qui est venu du RPR cet après-midi à l'issue d'une nouvelle réunion du comité de liaison de la majorité. Le RPR qui considère que ses partenaires ont rendu caducs les accords de candidature uniques, puisque depuis, ils ont constitué un front électoral uni contre lui. Jacques Chirac vient de s'expliquer pour Claude Sérillon il y a quelques minutes à peine à Toulouse. Nous l'écoutons. Un changement de tactique sur un point particulier, mais qui n'entraîne en rien la rupture de la majorité. Nous avons au sein de la majorité 3 accords, en quelque sorte. L'accord sur un manifeste, c'est l'essentiel, et naturellement, il n'est pas en cause. L'accord sur un pacte majoritaire, c'est-à-dire de désistement automatique, il n'est pas en cause non plus, et c'est fort important, naturellement. Et puis il y avait un choix que nous avions fait, d'une part de primaires dans un certain nombre de circonscriptions et d'autre part de quelques candidatures uniques. Et ceci en fonction de l'orientation qu'avait donnée le chef de l'État en indiquant que la majorité devait être pluraliste. C'est ceci qui a été remis en cause par nos partenaires, de façon d'ailleurs unilatérale, ce qui n'est pas très convenable, en violation des accords qu'ils avaient signés, puisqu'ils ont voulu créer un front unique anti-RPR. C'est, nous le pensons, une erreur que de substituer cette tactique d'affrontement à la tactique de pluralisme qui était la précédente. Nous en tirons pour notre part les conséquences en donnant des investitures supplémentaires, là où jusqu'ici il était prévu des candidatures uniques, mais ça ne remet rien en cause en ce qui concerne l'union de la majorité et en ce qui concerne l'application, en tous les cas par nous, strictement des engagements que nous avons pris au niveau du pacte et au niveau du manifeste de la majorité. Alors je vous en prie, ne dramatisons pas, il n'y a pas lieu de le faire. Je mets au défi qui que ce soit de dire que j'ai violé un accord. Et je suis certain, car je ne veux pas dramatiser, car nous sommes au contraire pour l'union et nous ne voulons pas donner satisfaction à ceux qui attendent la rupture dans la majorité. Nous ne voulons donner aucun prétexte. Mais il n'y a absolument eu aucune violation de notre part et je mets au défi quiconque de le prouver. Je suis certain encore une fois que dans quelques jours, le dialogue va reprendre et que nous trouverons une solution. Bien, alors Daniel Brême, tout le monde dit qu'il ne faut pas dramatiser. Est-ce qu'il faut dramatiser? C'est grave, c'est une cassure, une fêlure? Non, je crois qu'on joue pour le moment à Fais-moi peur. C'est ce qui est le plus clair. Alors, en fait, oui, le RPR menace de mettre un candidat là où il devait y avoir un seul porte-drapeau pour toute la majorité. Ce faisant, évidemment, il bouscule les quilles. Mais à mon avis, c'est plutôt une menace et il espère faire reculer ceux qu'il qualifie de fabricants d'un front anti-RPR. Et deuxièmement, il se met en posture d'agresser et non pas d'agresseur, car il reproche surtout à ses partenaires d'avoir fait alliance avec Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui a toujours voulu la disparition des gaullistes. Alors, est-ce qu'on peut comparer au problème de la gauche, non, électoral de la gauche? Non, et du reste, M. Soisson lui-même vient de dire qu'il espérait que la raison prévaudrait. Il y a divergence sur les méthodes, mais pas sur le fond. Et je crois qu'on peut déjà affirmer qu'il va y avoir beaucoup de médiation dans tous les coins avant le retour du président de la République, qui, vous le savez, réunit la majorité le 16 janvier. C'est-à-dire lundi, en effet. Voilà déjà un premier thème tout trouvé pour l'entretien que nous accorde ce soir, tout de suite après ce journal, le Premier ministre Raymond Barre, invité par Jean-Pierre Elkabbach et Alain Duhamel dans le cadre de notre émission Carte sur table. Raymond Barre qui, bien entendu, développera surtout le programme qu'il a annoncé à Blois. Le reste de la politique maintenant, Alexandre Sanguinetti sera samedi notre invité dans Samedi et demi. Il sera opposé au socialiste Michel Rocard sur, bien entendu, l'ensemble des perspectives électorales. Un livre de poche pas comme les autres, il coûte 5 francs, ça c'est normal, mais il est signé Valéry Giscard d'Estaing, c'est l'édition populaire de Démocratie française, avec une préface inédite que, paraît-il, je n'ai pas le droit de vous dévoiler avant minuit, alors on en reparlera demain. Paul Ricard, un industriel bien connu, donne sa démission de maire du petit village de Signes, près de Toulon, à la suite d'une altercation avec le préfet du Var pour un problème de dépôt d'ordures. Et puis, revenons sur cette information que je vous ai donnée hier. L'écrivain Gilles Perrault, l'auteur de L'Orchestre Rouge, démissionne du Parti Socialiste pour s'inscrire au Parti Communiste. Il n'est pas d'accord avec la récente évolution du Parti Socialiste. Et puis, il faut revenir aussi sur cette promotion des femmes du gouvernement. Un ministre de plus, et puis 2 secrétaires d'État supplémentaires. Personne ne s'en plaindra, surtout pas dans cette rédaction, qui est l'une des plus féminines de France. Je parle en pourcentage de femmes journalistes, Antenne 2. Mais dès que l'on quitte le niveau gouvernemental, vous allez le voir, la réalité politique est bien décevante.
Le phénomène n'est pas nouveau, il n'y a pas de femmes ou si peu au poste de responsabilité politique. Encore faut-il faire une exception pour les militantes du Parti communiste. Pourtant, les chemins de la politique en ce qui concerne les femmes sont pavés de bonnes intentions. Le Parti socialiste s'est donné 4 ans pour féminiser. Il y a eu des déclarations dans ce sens au sein des grands partis comme le PR ou le RPR. La France est composée de 52% de femmes. La logique voudrait donc qu'elles soient largement représentées dans les mairies, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Or, le pourcentage pour les deux assemblées ne dépasse pas 4%. Le PC présente 13,5% de candidates, le Parti socialiste 5,7%, le Parti républicain 3,8% et le RPR 1,3%. La faute à qui? Pour Alexandre Sanguinetti, qui n'est pas le seul de son avis, c'est à cause des femmes qui ne votent pas pour les femmes. On dit même que si les 52% de femmes qui vivent en France voulaient féminiser la politique, cela se saurait depuis longtemps. Du côté de certaines militantes politiques qui attendent dans les antichambres des partis, si les femmes n'ont pas accès au rôle de premier plan, c'est que les hommes ont la main mise sur l'appareil et qu'ils répugnent à présenter leurs compagnes d'action dans les campagnes électorales. De la misogynie primaire, dit-on, de la part de ces messieurs qui se cramponnent à leurs prérogatives. Si les femmes se présentaient, elles seraient élues. Seulement, on ne les présente pas. Et si par hasard on le fait, on les envoie à l'abattoir dans des circonscriptions où elles n'ont souvent aucune chance, des kamikazes en quelque sorte. Françoise Giroud, qui sait de quoi elle parle, dit qu'il est plus facile en tant que femme d'être ministre que député, car les ministres sont désignés par le président de la République. Les choses pourtant ne paraissent pas être aussi simples. Peut-on croire que les grands partis, s'ils étaient convaincus que les femmes soient susceptibles de réaliser des scores égaux ou supérieurs à ceux des hommes, pourraient par seule misogynie se passer d'atouts supplémentaires? Pour les femmes, ministres ou candidates, imposer les femmes, ce n'est pas une mince affaire. Je crois qu'il y a eu une évolution et que les états-majors politiques ont réellement cherché à trouver pour un certain nombre de femmes des circonscriptions. Le climat, si vous voulez, est différent. Mais ça ne se fait pas dans de bonnes conditions. Ça ne se fait pas, bon, parce qu'il y a des résistances massives qui existent encore, parce qu'on croit encore que les femmes ne vont pas voter pour les femmes, et puis parce que compte tenu de leur vie familiale, c'est mon cas par exemple, je n'ai pas pu accepter une circonscription lointaine. Peu de femmes ont été désignées pour ces élections, chez nous comme ailleurs. L'ennui, c'est que nous, on ne peut pas rattraper les choses en nommant des gens au gouvernement à 2 mois des élections. Ce qui peut, d'une certaine façon, arriver à masquer certains manques par ailleurs. D'abord, pour être candidate, c'est assez difficile. Vous savez que les états-majors politiques donnent difficilement l'investiture à une femme. Et quand par hasard une femme est députée, on s'arrange pour faire en sorte qu'elle soit obligée, comme moi, à se présenter en candidat libre. Et on lui envoie un parachuté qui vient d'une autre circonscription, qui a l'investiture des 4 partis de la majorité, ce qui revient à dire que moi, député sortant, je suis obligée de me présenter en candidat indépendant. Ça prouve bien quand même que les états-majors politiques ne facilitent pas les choses aux femmes. Et Françoise Darcourt sait de quoi elle parle. Les affaires sociales et économiques, la firme allemande Thyssen retire ses billes du complexe de Fos-sur-Mer. Elle avait une participation de 5% dans la société qui exploite les installations sidérurgiques. Elle la cédera à ses partenaires français, Sassilor et Uginor. L'entreprise Victor Michel dépose son bilan. 340 personnes perdent leur emploi. L'entreprise possédait 2 usines dans la région parisienne. Michel Durafour chez le Premier ministre cet après-midi pour attirer son attention sur le sort précaire de Manu France. Raymond Barre lui a annoncé 20 millions de francs de prêts pour l'entreprise. Et puis on bat le rappel chez Volkswagen, le rappel de certains modèles Golf Sirocco, construits entre août 1974 et mai 1975. Ces véhicules présentent un vice de fabrication qui n'est pas vraiment dangereux, mais qu'il faut rectifier. Cela concerne en France 15 000 Volkswagen. Et puis j'ai là entre les mains le premier chèque émis par une caisse d'épargne. C'est une petite performance car le premier de ces chèques officiels ne sera signé que dans 2 semaines par Robert Boulin. Mais ça ne nous empêche pas de commencer à en parler, Philippe Sassier. Oui, ce chèque que vous venez de montrer effectivement pour la première fois, il y a des années et des années que les caisses d'épargne, qu'on en parle d'abord, et que les caisses d'épargne
l'attend, ce fameux chéquier. Effectivement, c'est le 25 janvier prochain que Robert Boulin, le ministre des Finances, va signer officiellement le premier chèque. Ensuite, les caisses d'épargne, notamment de Versailles, de Pontoise, les caisses d'épargne de la région lyonnaise, vont avoir ce chéquier. Et puis, progressivement, il sera étendu à l'ensemble des caisses d'épargne de la France. Les Parisiens pourront probablement l'obtenir au mois de septembre. Progressivement, donc. Alors, est-ce que tout le monde pourra posséder ce chéquier? En principe, oui. Mais l'écureuil, le petit animal emblème des caisses d'épargne, est un animal prudent. Il ne veut pas que de mauvais payeurs fassent des trous dans son bas de laine. Alors il va prendre des précautions et il faudra montrer patte blanche pour obtenir un chéquier. Il faudra, par exemple, déjà posséder un livret de caisse d'épargne. Et le fonctionnement du compte chèque sera indépendant du fonctionnement du livret de caisse d'épargne. Il faudra prouver une certaine stabilité dans l'emploi, une certaine stabilité dans la résidence, une certaine stabilité aussi dans les revenus. Des garanties, quoi. Des garanties. Il faudra avoir probablement au moins 25 ans pour obtenir un chéquier. Et il faudra surtout ne pas trop tirer d'argent, c'est-à-dire faire ce que l'on appelle des découverts. En contrepartie de tout cela, eh bien, l'écureuil va offrir cette carte de garantie. Elle portera votre photo et un numéro qui sera reporté sur le chèque. Les caisses d'épargne sont s'engager à garantir tous les chèques émis lorsque leur montant ne dépassera pas 500 francs. Donc tous les chèques de 500 francs seront sûrs d'être payés. Cette carte sera renouvelable chaque année, elle coûtera entre 20 et 30 francs. Et pour le reste, eh bien, ces chèques des caisses d'épargne seront à peu près les mêmes que les chèques émis par les banques. C'est une petite révolution car la concurrence entre l'écureuil et les banques va devenir plus vive. Une affaire douloureuse maintenant, l'histoire d'André Dulon, un Français qui, il y a 5 ans, épouse une jeune Canadienne. Ils ont un enfant, Lucienne. Sa maman l'emmène au Canada pour la présenter à ses grands-parents. Mais quand le père vient les retrouver, devant l'hostilité de sa belle famille, il décide de rentrer en France avec sa fille. Et l'affaire ne fait que commencer. Il y a 2 ans et demi, la mère, à son tour, fait enlever l'enfant à Rambouillet et la rapporte au Canada, la rapatrie au Canada. Depuis, André Dulon n'a pas revu sa fille. Et aujourd'hui, il a pris une grave décision, celle de se rendre à nouveau au Canada, malgré le mandat d'arrêt et les 15 années de prison qui risquent de l'attendre là-bas. On l'accuse en effet du kidnapping de son enfant. Nous sommes, vous le voyez, en plein imbroglio juridique, mais derrière, il y a un cœur de père. Ayant épuisé en fait toutes les démarches, tant au gouvernement français, auprès du gouvernement français qu'auprès du gouvernement canadien, j'ai résolu de me rendre au Canada, de me mettre à la disposition de la justice canadienne pour éventuellement, et j'espère, faire réviser cette condamnation que j'estime absolument injuste. Je compte aussi sur l'opinion publique canadienne. Je fais quand même confiance dans la justice canadienne sur cette affaire. C'est impensable qu'on condamne un père à 15 ans de prison pour l'amour de sa petite fille. Ça n'existe pas. Est-ce que vous êtes prêt à reprendre la vie commune avec votre femme? Ce n'est pas le but pour lequel je pars au Canada. Le seul problème, c'est mon enfant. Je ne peux plus vivre sans ma petite fille. Et comment expliquez-vous l'attitude ou le changement d'attitude de votre femme depuis qu'elle est au Canada? Elle subit l'influence de son père, bien entendu. Elle est attachée à certaines choses, à sa vie, à la vie de jeune femme riche, qui a de gros moyens. Je crois que c'est l'essentiel pour ma femme. Quant à moi, c'est surtout de retrouver ma petite fille. Ma seule richesse, c'est ma petite fille. Quand elle aura atteint un âge de 15 ou 16 ans, elle aura peut-être moins besoin de moi, je ne sais pas, mais je veux la voir grandir et je veux qu'elle ait en même temps une éducation française, parce que Lucienne est une citoyenne française. C'est une petite Française. Il faut dire qu'il n'y a pas de convention entre la France et le Canada dans des affaires de cet ordre-là. Justice toujours, après sa condamnation hier dans le procès qu'il opposait à Simone Signoret, Anne Gaillard fait appel, de même d'ailleurs que Jean Edernalier. Un article de Louis de Guéringaud dans Le Monde cet après-midi à propos du vote des Français de l'étranger. Le Quai d'Orsay n'a fait qu'appliquer la loi, dit le ministre des Affaires étrangères, qui relève quand même une erreur, des irrégularités commises au Gabon. À l'étranger, le mouvement de libération de l'Iran parle de 100 morts au cours de manifestations hier et avant-hier. Le gouvernement parle, lui, de 20 morts.
Le général Weizmann, reçu par le président Sadat, le général Weizmann est le ministre israélien de la Défense. La commission militaire égypto-israélienne a ouvert ses travaux aujourd'hui près du Caire. Et j'apprends qu'il y a quelques minutes sur France Inter, M. Begin, le Premier ministre israélien, a déclaré que l'interprétation française de la résolution 242 du Conseil de sécurité était fausse. Et puis l'Italie, au moment même où nous diffusions hier soir, vous vous en souvenez sans doute, ce sujet de Patrick Clément sur la déliquescence de la situation politique, eh bien de nouvelles manifestations violentes se déroulaient à Rome, alors même que la démocratie chrétienne essayait d'apporter une ultime solution à la grave crise italienne. Rome, hier en début de soirée. Pendant près de 3 heures, forces de l'ordre et militants d'extrême droite s'affrontent. Le point de départ de la violence, une manifestation des néofascistes pour protester contre la mort de 3 de leurs camarades, abattus samedi par un commando armé. Des voitures et des autobus sont incendiés, au cocktail Molotov répondent des grenades lacrymogènes, des coups de feu sont tirés, 2 policiers sont blessés, les quarts des forces de l'ordre sont atteints par une vingtaine de balles. « 65 personnes sont arrêtées, pour la plupart militants d'extrême droite. Sur eux, on trouvera 5 pistolets. » Cette nouvelle flambée de violence, qui a déjà fait 4 morts et 8 blessés par balle à Rome depuis Noël, rend encore plus difficile la situation du gouvernement chrétien-démocrate. En cette période de violence, d'attentats et de récession économique, l'Italie va encore s'offrir le luxe d'une crise politique. Car les dirigeants de la démocratie chrétienne qui sont réunis en ce moment dans ce palais du XVIIIe siècle à Rome doivent répondre à 2 questions. Tout d'abord, comment faire tomber en douceur et sans perdre la face le gouvernement de M. Andreotti qui aura duré 17 mois. Il faudra ensuite répondre à une question essentielle. Y aura-t-il ou n'y aura-t-il pas dans le prochain gouvernement des ministres communistes? Les dirigeants démocrates chrétiens doivent tenir compte en premier lieu d'une opposition à tout rapprochement avec les communistes à l'intérieur même du parti. Une centaine de députés démocrates chrétiens sur 262 menacent de faire sécession si on va plus loin en direction des communistes. Mais ce n'est pas tout. Le président Carter a convoqué son ambassadeur à Rome pour bien montrer que les États-Unis n'apprécieraient pas du tout une participation des communistes au pouvoir dans un pays aussi intégré à l'OTAN et au marché commun. Les chefs historiques de la démocratie chrétienne sont tous là. Aldo Moro, Amintore Fanfani ou Giulio Andreotti. Ils n'ont aucune envie de gouverner avec les communistes, mais peut-on encore gouverner sans eux en Italie? Soyouz 27, lancé hier par les soviétiques, a bien rejoint Salyut 6 il y a à peine 2 heures, un événement symbolique puisque pour la première fois, 2 vaisseaux, 2 équipages ont rejoint la même station spatiale. Première tâche des nouveaux arrivants, elle est banale mais magnifique, apporter leur courrier à ceux qui tournent autour de la Terre depuis plus d'1 mois. Et oui, 2 hommes en orbite autour de la Terre depuis plus d'1 mois, mais cette fois-ci, ils attendent de la visite. Allez, entrez, dit Yuri Ramanienko. Bienvenue, dit Gretschko. Et les visiteurs, les voici, les premiers terriens rencontrés depuis 1 mois. C'est l'équipage de Soyouz 27. Voilà le vétéran Oleg Makarov et le bleu Vladimir Janibeakov. En direct pour les téléspectateurs soviétiques, voici les retrouvailles du cosmos entre 2 groupes de camarades de régiment. Les nouveaux occupants du Salyut ne sont pas venus les mains vides. Ils ont apporté des paquets, du courrier, les journaux. Et les paquets contenaient des boissons en tube, c'est comme ça qu'on boit dans l'espace, et des vitamines. Alors, à 300 km au-dessus de nos têtes, c'est le toast. Les soviétiques sont les seuls aujourd'hui dans l'espace. Ils l'occupent à fond et étudient les stations cosmiques formées comme ici de plusieurs vaisseaux en orbite terrestre. Les Américains, eux, attendent la navette. Ce sera l'année prochaine. Mais d'ici là, les Soviétiques vont beaucoup progresser. Pardon pour la qualité des images, mais vous savez d'où elles viennent, de tout là-haut. Le sport maintenant avec l'annonce enfin d'un circuit motocycliste en Île-de-France pour remplacer le dangereux circuit improvisé de Rungis. Paul Dijoux a annoncé la construction de cet anneau à Tremblay-les-Gonesse dans la région parisienne. Et puis la composition de l'équipe de France de rugby qui doit affronter les Anglais dans 10 jours au Parc des Princes. Les 3 changements que nous vous donnions dès hier soir avec Roger Coudert étaient bons, à savoir, vous le voyez, l'arrivée de Gourdon qui remplace Harry, celle de Bellasquin qui remplace Sangali, et puis Galion à la place de Fourou. Mais il faut ajouter un 4e remplacement beaucoup plus inattendu, celui-là,
celui de Romeu à l'ouverture par Bernard Viviès d'Agen, et qui, en apprenant son éviction, là je parle de Jean-Pierre Romeu, a déclaré « Désormais, pour moi, l'équipe de France, c'est fini ». Et je crois que nous serons très très nombreux à regretter le départ volontaire de Fouroux et celui, vous le voyez, involontaire de Romeu, deux joueurs d'une très grande élégance, je trouve. Enfin, notre confrère de François, Francis Huget, est mort hier après un coma de 2 mois provoqué par une chute en vélo lors du championnat de France des journalistes. Francis Huget avait 48 ans, il avait couvert 22 Tours de France pour le compte de François. La rédaction d'Antenne 2 lui rangera un hommage particulier dans Stade 2 dimanche prochain. La météo maintenant, vous allez le voir le matin, des pluies et de la neige sur les régions de l'Est et du Sud-Est. En cours de journée, un temps variable et plus frais sur l'ensemble du pays. Alternance d'éclaircies et averses de pluie et de neige. Vent fort sur le pourtour méditerranéen, vous le voyez. Vous avez 2 rendez-vous avec l'actualité. À 22h55, la dernière édition qui vous sera présentée par Patricia Charnelet. Et puis tout de suite après ce journal, je vous l'ai dit, l'émission Carte sur table. Le Premier ministre Raymond Barre, vous le voyez, est déjà au studio 101 à la Maison de la Radio. Le temps d'une page de publicité, nous le retrouvons. Voilà, ce journal est terminé tout à fait maintenant. Au nom de l'équipe de la rédaction d'Antenne 2, qui m'a aidé à le composer, je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir, à demain.